Dimanche Histoire. Amis de Dimanche Histoire, bonjour et merci d'avoir pris une fois encore le rendez-vous hebdomadaire de votre chronique qui nous plonge dans l'histoire contemporaine de notre continent africain. Sachez que du 21 au 25 janvier prochain, la ville de Kobe sera sous les projecteurs à l'occasion du festival Achadias Baba. Faites-y un tour pour vous reconnecter avec notre histoire. Revenons à notre chronique du jour qui s'inscrit dans la droite ligne de la série consacrée aux grandes figures de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique. Aujourd'hui, nous posons nos valises au Ghana pour revisiter la vie et le parcours du célèbre Kwame Nkrumah. Prenez le tabouret et suivez-moi. Né le 21 septembre 1909 à Nkroful, un petit village de la côte de l'Or, actuel Ghana, Francis Nguya Kofi Ngoloma est issu d'une famille modeste de l'ethnie Nzema. Élevé par sa mère, il reçoit une éducation catholique stricte avant d'intégrer la Shimota College, prestigieuse institution coloniale d'Accra. Il adopte plus tard le nom de Kwame Nkrumah, affirmant ainsi une rupture symbolique avec l'ordre colonial. Très tôt, il se distingue par son intelligence et sa soif de savoir. En 1935, Nkrumah s'envole pour les États-Unis où il étudie à l'université Lincoln, puis à l'université de Pennsylvanie. Il y découvre les écrits de Karl Marx, Lénine, Marcus Garvey et Dubois qui nourrissent sa pensée anticoloniale et panafricaine. Il milite activement dans les cercles noirs et marxistes tout en enseignant la philosophie. En 1945, il s'installe à Londres où il participe à la 5e conférence panafricaine de Manchester aux côtés des figures comme Jomo Kenyatta et Dubois. De retour en Côte de l'Or en 1947, il devient secrétaire général de l'UGCC, mais fonde rapidement son propre parti, le Convention People's Party, plus radical. Son slogan est clair, Self-Government Now. Il est arrêté à plusieurs reprises pour ses activités militantes, notamment en 1948 après les émeutes d'Accra, puis en 1950 pour avoir organisé une campagne de désobéissance civile. C'est d'ailleurs depuis sa cellule qu'il est élu triomphalement en 1951. Libéré, il devient Premier ministre et mène une politique de transition résolue vers l'indépendance. Le 6 mars 1957, la Côte de l'Or devient le Ghana, faisant de ce pays le premier État d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance. Devenu président en 1960, Nkrumah lance une politique de développement ambitieuse, industrialisation, grands travaux d'infrastructure, éducation gratuite, barrage d'Akosombo, etc. Il ambitionne de faire du Ghana un modèle pour l'Afrique. Sur le plan international, il milite activement pour l'unité africaine et joue un rôle moteur dans la création de l'Organisation de l'unité africaine OUA en 1963, même si sa vision fédéraliste des États-Unis d'Afrique ne l'emporte pas face à l'approche plus prudente du groupe de Monrovia. Il entretient des relations étroites avec Sékou Touré de la Guinée et Modibo Keïta du Mali, tout en se rapprochant des pays du bloc soviétique, ce qui inquiète les puissances occidentales. Il accueille des exilés politiques africains et soutient activement les mouvements de libération du continent. Mais le rêve se fissure. En 1964, à la suite d'un référendum constitutionnel controversé, officiellement approuvé à 99%, Nkrumah instaure un parti unique et se fait proclamer président à vie. Le culte de la personnalité s'installe, les dépenses publiques explosent et l'économie s'essouffle. La population, d'abord conquise, se lasse progressivement. Le 24 février 1966, alors qu'il est en Chine pour une mission diplomatique, un coup d'État militaire renverse son régime. Nkrumah ne remettra jamais les pieds au Ghana. Il trouve refuge en Guinée où Sékou Touré le nomme président honoraire. Loin du pouvoir, il se consacre à l'écriture et à la réflexion politique. Durant son exil guinéen, Nkrumah publie plusieurs ouvrages majeurs qui prolongent sa pensée révolutionnaire. Dans Dark Days in Ghana, il revient sur les causes de sa chute. Avec Handbook of Revolutionary Warfare, il propose un guide destiné au mouvement de libération armée. Enfin, Class Struggle in Africa
souligne la nécessité d'adapter le marxisme aux réalités sociales, économiques et culturelles du continent africain. Ses écrits, nourris d'amertume mais aussi d'espoir, témoignent d'un homme qui, même déchu, n'a jamais cessé de croire en l'unité africaine. Affaibli par la maladie, Kwame Nkrumah meurt à l'âge de 62 ans le 27 avril 1972 à Bucarest, en Roumanie, des suites d'un cancer. Mais ce n'est qu'en 1992 que sa dépouille est rapatriée au Ghana, où il repose aujourd'hui dans un mausolée à Accra. Kwame Nkrumah incarne à la fois les espoirs et les contradictions de l'Afrique postcoloniale. Son parcours demeure une leçon d'engagement politique, mais aussi un investissement sur les dérives du pouvoir absolu. À l'heure où l'Afrique cherche encore sa voie entre souveraineté, intégration régionale et développement, sa pensée conserve une brûlante actualité. C'était Dimanche Histoire avec Saïd Madamassi, professeur certifié d'histoire et de géographie. À dimanche prochain.